Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Le principal auteur de la profanation du cimetière juif de Herlisheim a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme. Hier, l'accusé avait exprimé des remords. Ses 2 complices ont également été condamnés. C'est une information France 2, une taxe est à l'étude sur certains aliments gras ou sucrés. Il s'agirait de renflouer les caisses de la sécurité sociale tout en luttant contre l'obésité et ses conséquences. L'Indonésie a été à nouveau secouée par un puissant séisme de 8,2 sur l'échelle de Richter. Plusieurs immeubles se sont effondrés. Il y a au moins 9 morts et de nombreux blessés. On a craint un tsunami, mais la mer est restée calme dans tout l'océan Indien. La Belgique s'enfonce dans la crise. Pour la première fois, un parti extrémiste flamand a proposé l'indépendance de la Flandre au Parlement. Le Royaume se trouve sans gouvernement depuis 3 mois. La santé, au programme des entretiens de Bichat, les traitements pour la croissance des enfants ou des adolescents, hormones ou opérations. Longtemps négligés, les problèmes de petite taille ne sont plus considérés comme une fatalité. C'est le dossier de cette édition. Enfin, le rugby, c'est une équipe de France complètement chamboulée qui sera opposée à la Namibie dimanche avec 12 changements au total sur 15 joueurs. Ibanez, Pelouse et Betsen resteront au vestiaire. D'abord donc le jugement dans l'affaire de la profanation du cimetière juif de Herlisheim. Le principal responsable, je vous le disais, a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme. Ses remords exprimés hier n'ont donc pas apparemment convaincu le tribunal. Quant à ses 2 complices, ils ont été condamnés eux aussi à 18 mois et 6 mois de détention. Sur place à Colmar, Christine Boss, Jean-Pierre Pasteur. Emmanuel Rist a été reconnu coupable de profanation de sépulture, d'incitation à la haine raciale et d'apologie de crimes de guerre. Il est le principal instigateur de la profanation du cimetière d'Herlisheim. Il écope de 30 mois de prison ferme. J'ai en effet la faiblesse de croire et de penser, mais les jugements aussi ont valeur d'exemple, que c'est un jugement qui a été rendu pour l'exemple et qui est à la hauteur de l'émoi qu'avaient pu susciter les faits au moment où ils avaient été révélés. Le 30 avril 2004, date anniversaire de la mort d'Hitler, 117 tombes juives sont souillées d'inscriptions antisémites et néo-nazis. L'émoi est profond. Aujourd'hui, les représentants de la communauté juive sont satisfaits du jugement. Formons le vœu que les acteurs de cette profanation comprennent la gravité de leur acte et prennent à présent la résolution ferme d'adopter dans la vie et envers les hommes de toute race, origine et croyance, un nouveau départ et un respect de chacun. Lui semble déjà avoir pris cette voie. Moins impliqué, il n'a été condamné qu'à 6 mois de prison ferme. J'ai fait une énorme connerie et voilà, je veux dire, j'en assume les conséquences et ça s'arrête là. La suite de votre vie? Dans le droit chemin, c'est tout. Laurent Boulanger et Emmanuel Rist, eux, devront encore répondre de crimes racistes devant une cour d'assises, cette fois-ci. Et toujours à propos de justice, le procès des 7 agresseurs présumés de 2 CRS au Tarterès est ouvert aujourd'hui. On l'évoquait hier. L'audience a surtout porté sur des questions de procédure. La défense des 7 jeunes hommes conteste la fiabilité des témoins anonymes. Elle dénonce aussi, je cite, l'exploitation politique du dossier. Une vingtaine de préfets ont été convoqués aujourd'hui par Brice Hortefeux au ministère de l'Immigration. Officiellement, il s'agissait d'une réunion de routine. En fait, les hauts fonctionnaires ont été rappelés à l'ordre. Il leur est reproché de ne pas se montrer assez énergiques en matière de reconduite à la frontière des clandestins. Les objectifs ont été revus à la hausse cette année. Amaury Guibert, Mathieu Nievenglowski. Un défilé de voitures officielles au ministère de l'Immigration. Elles viennent de l'Isère, des Ardennes ou encore du Val-de-Marne. Une vingtaine de préfets en tout sont convoqués, ceux qui n'ont pas atteint leurs objectifs en matière d'expulsion de sans-papiers. Il est urgent de mieux faire, leur a dit en substance le ministre Brice Hortefeux, mais pas de rappel à l'ordre, selon les participants. L'objet de la réunion, c'était effectivement de continuer à nous mobiliser sur cette question et par ailleurs d'échanger pour voir quels étaient les problèmes qui étaient rencontrés et les difficultés de mise en œuvre. Vous avez parlé chiffres On n'a pas parlé de chiffres. Pas de chiffres cités. Il a pourtant été maintes fois rappelé par Brice Hortefeux. 25 000 reconduites à la frontière en métropole à la fin de l'année, 1000 de plus qu'en 2006. Mais le compte n'y sera sans doute pas, comme le reconnaissait à demi-mot le ministre à la fin du mois d'août. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y avait des objectifs qui avaient été fixés pour l'année, que nous sommes à un peu plus de la moitié de l'année, et qu'il faut donc redoubler d'efforts pour que ces objectifs puissent être atteints. Les reconduites à la frontière, priorité du nouveau ministère de l'Immigration, mais une constante depuis 2002.
C'est en effet à cette date qu'elles ont fortement augmenté pour atteindre plus de 20 000 par an. Mais sur le terrain, cette politique fait grincer les dents de certains syndicats de police. La concentration des forces de police uniquement sur les interpellations d'étrangers en situation irrégulière nous obligera à abandonner le terrain et à laisser le champ ouvert, et on ne pourra pas lutter à la fois contre l'immigration et contre le reste. La lutte contre l'immigration clandestine mobilise des effectifs, du matériel, et tout cela a un coût important, 100 millions d'euros en 2005. Alors cette convocation des préfets suscite des réactions. Les associations de défense des immigrés parlent, je cite, de politique cruelle. Elles dénoncent une politique du chiffre. De fait, les cas de contestation se multiplient. Les opérations de parrainage également. Renaud Bernard, Gabriel Camilla. Sur les fauteuils, 2 photos, celle de Véronique, 4 ans, et de Geoffrey, 6 mois. Les 2 petits Kazakhs sont en train d'être expulsés. Pour les soutenir, la mairie d'Angers a décidé de se mobiliser. Katerina et Vladimir Popov ont souhaité que leurs enfants, Véronique et Geoffrey, soient parrainés dans notre mairie. Le parrainage républicain d'enfants en situation irrégulière est assimilé par les pouvoirs publics à un délit. Une aide au séjour irrégulier passible de 5 ans de prison. Pour la municipalité d'Angers, c'est un geste de défiance pour protester contre les quotas d'expulsion. Je continuerai les parrainages républicains dans la mesure où c'est ma liberté, c'est la liberté de mes concitoyens, et c'est une manière aussi, respectueuse de la République et de la loi, d'attirer l'attention sur des cas particuliers. Des cas particuliers, les militants anti-expulsion ont voulu en soulever partout en France aujourd'hui. Les militants du réseau Éducation sans frontières ont manifesté devant les préfectures et les tribunaux. Sur cette notion de faire du chiffre, on fait abstraction de tout contenu humain, familial, social, des gens qui sont là. On brise des vies, et non, c'est du chiffre. Une mobilisation souvent vaine. Ce matin à Rennes, elle n'a pas empêché l'expulsion de cet Algérien reconduit à la frontière à la veille de son mariage. On en vient à cette information de notre service économique. Je vous le disais, le gouvernement étudie de nouvelles pistes contre le déficit de la sécurité sociale. Et parmi celles-ci, une nouvelle taxe est envisagée sur le modèle des taxes anti-tabac, sauf qu'elle s'appliquerait à certains aliments gras ou sucrés, de plus en plus souvent incriminés dans l'augmentation de l'obésité. Il ne s'agit que d'une hypothèse de travail, mais elle est considérée avec sérieux. Certains pays étrangers l'ont d'ailleurs déjà mise en place. Sophie Mézel, Marie Cazot. On appelle ça le grignotage et c'est mauvais pour la santé. Les biscuits, chips, barres chocolatées et autres sodas à fort pouvoir calorique sont en partie responsables des maladies liées à l'obésité. Cholestérol, diabète, hypertension. D'où l'idée d'une taxe sur tous ces aliments. Problème taxé, pourquoi pas, mais quel produit choisir? Une barre chocolatée, c'est entre 150 et 250 calories. Une pâtisserie, jusqu'à 500 calories la part. Il y a de nombreux facteurs qui sont responsables de cette épidémie d'obésité et des maladies qui en sont la conséquence. Mais il est difficile de tenir pour responsable une classe d'aliments ou le grignotage. Il y a de multiples groupes d'aliments qui favorisent l'obésité, la prise de poids et les maladies, mais également, il ne faut pas l'oublier, l'inactivité physique, la sédentarité. Encore faut-il que cette mesure soit efficace, qu'elle fasse baisser la consommation de produits gras et sucrés. Et quant à contribuer à combler le trou de la Sécu, on est loin du compte. Je doute que cette mesure rapporte plus que quelques centaines de millions d'euros. Donc ça va être une petite contribution au déséquilibre de la Sécu. 12,4% de baisse en France en 2006 contre 8,2% il y a presque 10 ans. Les dépenses de santé risquent encore de s'aggraver. Une taxe sur les produits de grignotage existe déjà au Canada. Les Britanniques y pensent. En France, la mesure est à l'étude, mais aucune date n'est encore fixée. À l'étranger, la terre a donc à nouveau tremblé en Indonésie, ravivant les souvenirs du tsunami. Aussitôt, les autorités ont demandé à la population de quitter les plages. L'alerte a été étendue à tout l'océan Indien, y compris l'île de la Réunion. Finalement, la mer est restée calme, mais le séisme a fait au moins 9 morts et de gros dégâts dans l'archipel indonésien. Claude Sampère. Une secousse à 18h10 heure locale, 13h10 en France. Une secousse d'une ampleur exceptionnelle, 8,2 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a lieu au large des côtes de l'île de Sumatra. Immédiatement, une alerte au tsunami est déclenchée dans tout le pays. Le séisme provoque beaucoup d'inquiétude et d'émotion dans toute la région. Des milliers de personnes quittent leur immeuble précipitamment. Comme ici dans cet hôtel,
ou un peu plus loin dans les studios d'une télévision. Dans la capitale, Jakarta, plusieurs bâtiments élevés tremblent, mais on ne signale aucun dégât majeur. Selon un premier bilan, il y aurait au moins 9 morts et des centaines de blessés. Le 26 décembre 2004, un violent tsunami avait provoqué la mort de plus de 220 000 personnes. Cette fois-ci, l'alerte a été déclenchée dans tout l'océan Indien, y compris à La Réunion. Mais il n'y a eu finalement aucun tsunami. Une très grosse frayeur en tout cas, et un système d'alerte qui a parfaitement fonctionné. Au Bangladesh et dans le nord-est de l'Inde, c'est la mousson qui fait de gros dégâts. Les crues déclenchées par plusieurs jours de pluies incessantes ont provoqué le déplacement de plus de 4 millions de personnes dans toute la région. C'est la deuxième fois en un mois. 12 personnes ont par ailleurs été tuées, tandis que des milliers de maisons, des ponts, des pylônes électriques et des infrastructures de communication ont été détruits. Les derniers développements dans l'affaire de la disparition de la petite Madi. La justice portugaise a décidé de se donner 10 jours pour statuer sur le sort de Kate et Gerry McCann, les parents de la fillette. De nouvelles fouilles sont prévues. À Londres, correspondance Maryse Burgot. Ils n'étaient pas sortis de leur maison depuis leur retour en Grande-Bretagne dimanche dernier. Ce midi, les McCann et leurs 2 enfants sont apparus, à la grande satisfaction des médias. Et lorsque quelques photographes demandent que la fenêtre soit ouverte pour mieux voir Kate et les 2 enfants jumeaux, Gerry accepte. Les McCann ont toujours utilisé la presse, ils continuent. Et s'ils ne s'expriment pas, ils laissent leur porte-parole mettre fin à un début de polémique. Il s'agit du 1,5 million d'euros récoltés pour retrouver Madi. Je souhaite juste vous confirmer que les fonds récoltés pour retrouver Madeleine ne seront pas utilisés pour payer les avocats des McCann. Par ailleurs, à Portimao, au Portugal, le procureur cherche à verser légalement un élément au dossier, le journal intime de Kate. Déjà saisi, il illustrerait sa personnalité compliquée, lunatique et parfois agressive. Un journal qui ne contiendrait donc aucune preuve tangible. Pendant ce temps, à Praia da Luz, cette petite église dans laquelle venaient prier les McCann fait l'objet de toutes les attentions. Les abords sont en travaux et ils pourraient être fouillés par la police dans les jours qui viennent. Une police qui a certes des suspects mais toujours pas de cadavres. Très pratiquants, les époux McCann ont eu pendant 4 mois les clés de cette église, ce qui leur permettait de venir y prier seuls quand ils le souhaitaient. En bref, toujours en Grande-Bretagne, un nouveau cas de fièvre afteuse a été détecté dans le sud-est du pays. Le troupeau de vaches contaminées a été abattu par mesure de précaution, comme d'habitude. Et dans la foulée, l'Union européenne a rétabli son embargo sur toutes les exportations de viande britannique. La crise en Belgique, loin de s'arranger, elle semble s'aggraver de semaine en semaine entre les Flamands néerlandophones et les Wallons francophones. Pour la première fois, un parti extrémiste a proposé l'indépendance de la Flandre au Parlement régional en début de semaine. Par ailleurs, de plus en plus de villages rejettent ou interdisent les panneaux de signalisation en français. Rappelons que depuis 3 mois, aucun accord n'a pu être trouvé pour la formation d'un gouvernement. La Belgique a-t-elle encore un avenir? Envoyés spéciaux, Christelle Bertrand, Vincent Bouffartigue. À Bruxelles, un touriste français n'a pas de mal à se repérer, tout est bilingue. Mais s'il s'aventure dans la banlieue de la capitale, le néerlandais domine. Car Bruxelles se situe au nord, dans la région flamande du pays. À seulement 5 km de là, le panneau à l'entrée de cette ville donne le ton d'Ilbeek, où les Flamands sont chez eux. À la police, comme dans toutes les administrations, la langue officielle, c'est le néerlandais. Si vous ne parlez pas flamand, qu'est-ce qui se passe? Je ne crois pas qu'on te répond. J'ai déjà eu ça à la poste aussi. Si on va à la poste, il y a quelqu'un qui parle français, alors il dit carrément, nous on parle flamand ici. Il faut venir avec un interprète. Mais bon, si c'est très urgent, le policier qui va se charger de l'affaire passe de l'autre côté de la porte. Et dans ce cas, il parle français. Dans la ville, les rares panneaux encore bilingues sont tagués. On l'a compris ici, on n'est pas à Bruxelles. Mais paradoxe, de plus en plus de francophones emménagent à Dilbeek, car la capitale est devenue beaucoup trop chère. Du coup, le français s'entend encore.
Le patron de ce magasin a été victime d'intimidation. On lui a cassé sa vitrine car il affichait dans les 2 langues. Depuis, il a cédé. Tout ce qui est affichage, publicité à intérieur et extérieur doit absolument être en néerlandais et uniquement en néerlandais. Ce qui est un peu dommage, je trouve, mais enfin, bon. C'est pas la loi. C'est pas la loi, je suis d'accord, mais enfin, on n'a pas envie d'avoir des problèmes non plus avec la commune. À la mairie, on justifie habilement le tout flamand. Il y a pas mal de francophones qui sont choqués par cela, et je les comprends. Mais en fait, ces francophones, puisqu'ils habitent ici à Dilbeek, ils sont flamands. Ils habitent la Flandre. Ils sont flamands. Donc ils sont chez eux. Autre ville flamande de la banlieue de Bruxelles. Ici, la mairie est encore plus radicale. Depuis hier, elle interdit les panneaux bilingues aux entreprises de travaux publics. D'habitude, vous mettez vos panneaux en 2 langues? Bah oui, normalement oui, c'est quand même en Belgique ici. Et là, du coup, vous devrez enlever vos panneaux? Ouais, tout ce qui est français. Et ceux qui enfreignent la loi sont passibles de 250 € d'amende. En bref, encore à l'étranger, un petit tour et puis s'en va. Moins d'1 an après son arrivée au pouvoir, le jeune Premier ministre japonais Shinzo Abe, affaibli par les scandales à répétition, a démissionné. Sa formation, le Parti libéral-démocrate, classé à droite, lui désignera un successeur dans 1 semaine. Grande manœuvre politique aussi en Russie, où à 6 mois de la présidentielle, le Premier ministre Fradkov a été limogé par Vladimir Poutine. Les kremlinologues s'attendaient à ce qu'il mette en orbite son successeur, au poste donc de Premier ministre, mais c'est un technocrate inconnu, Viktor Zubkov, qui a été désigné. C'est donc l'incertitude qui domine à Moscou sur l'après-Poutine. Et puis une dernière image des commémorations du 11 septembre. À la tombée de la nuit, comme tous les ans, 2 puissants faisceaux lumineux ont été projetés dans le ciel au-dessus de Ground Zero pour symboliser les tours détruites. Aujourd'hui, dans la lutte contre le terrorisme, l'Afghanistan reste considéré comme un maillon faible, mais les craintes sont très fortes aussi concernant le Pakistan, car le président Musharraf, allié officiel des États-Unis, est fragilisé de plus en plus par la contestation islamiste dans ce pays grand comme 1,5 fois la France, est peuplé de 160 millions d'habitants et qui possède l'arme atomique. Il y a quelques mois, nous vous avons parlé de la chute de la mosquée rouge, considérée comme un fief des talibans. Eh bien, les étudiants en religion n'ont pas renoncé à y reprendre pied. La tension reste très vive. Sur place, nos envoyés spéciaux, Dorothée Oliéric, Mathieu Bierden. La mosquée rouge a été repeinte en jaune par les autorités. Les traces de la rébellion extrémiste sont effacées. Mais pas tout à fait. La colère des étudiants en théologie résonne encore dans la rue. Ils exigent la réouverture de la mosquée. On veut juste prier dans notre mosquée, en paix. Mais si on nous empêche de le faire, il y aura des débordements, de la violence. Finalement, sous la surveillance des militaires, les étudiants prient à même l'asphalte au pied de leur mosquée, dans un calme très précaire. À l'écart, quelques jeunes femmes nous expliquent l'état islamique dont elles rêvent sur le modèle des talibans. Vous vous sentez libre, habillé comme ça? Oui, on est libre. Et on se sent libre. Allah a créé des règles et on veut les respecter à la lettre. Par exemple, les films, la télé, tout ça c'est mauvais. Et la musique? Ce n'est pas autorisé par l'islam. Des convictions qu'elles veulent imposer aux commerçants du quartier. Ils sont nombreux à avoir reçu la visite intimidante de ces brigades de jeunes femmes voilées de noir, appuyées par de jeunes étudiants islamistes. Plusieurs fois elles sont venues en nous menaçant, si on ne fermait pas. Ils n'autorisent que la musique islamique. Oumé Hassan était la directrice de la madrasa pour femmes de la mosquée rouge. Nous avons insisté pour la rencontrer. Elle a accepté à condition qu'une femme la filme, refusant la présence de notre caméraman. On ne veut pas gâcher le sang de nos martyrs en abandonnant notre lutte. On veut l'instauration d'un État islamique et l'application de la charia, la loi islamique au Pakistan. Mon propre fils est mort en martyr, dans la mosquée rouge. Je ne le regrette pas, je suis fier de lui. C'est ici que reposent les victimes de la mosquée rouge. Des shahids, comme les appellent leurs familles, qui affirment qu'il flotte ici un air de paradis, privilège, selon elles, des martyrs. Dans un pays musulman à plus de 97%, cette montée de l'intégrisme inquiète, surtout ici à Islamabad, la capitale réputée plus libérale, plus tolérante.
L'environnement, les nouvelles sont suffisamment alarmistes en général pour se réjouir des succès pour la planète. 190 pays réunis à Montréal depuis ce matin ont salué le succès du protocole concernant la couche d'ozone. Le fameux trou existe toujours, mais il a été réduit. Les gaz les plus destructeurs ont été peu à peu éliminés. Patrice Pellet, Philippe Turpot. La couche d'ozone, la voici filmée à bord du Concorde. C'est cette mince ligne tout en haut de l'écran. Elle se trouve à 17 000 mètres d'altitude. En 87, à Montréal, les scientifiques annoncent qu'elle s'est déchirée, qu'un trou s'est formé en particulier ici, au-dessus de l'Antarctique. Les images d'époque montrent que les CFC, les gaz contenus dans les bombes aérosols, sont responsables. C'est une révélation qui, surprise, va avoir des effets immédiats. La conférence de Montréal a été un réel succès. Immédiatement, les hommes politiques et les industriels de la chimie ont pris en compte ces résultats, comprenant que ça allait être très grave si on laissait filer. Après 87, grâce à cette conférence, l'emploi des CFC est interdit. Depuis cette date, bonne nouvelle, la couche d'ozone s'est partiellement reconstituée. Elle pourrait même revenir à son état antérieur. Aujourd'hui, les modèles, les calculs, en connaissant tout ce qu'on connaît, permettent de prévoir, de prédire qu'on reviendrait à l'état hanté en 2055. Les risques de cancer dus aux ultraviolets s'éloignent donc, à condition de ne pas relâcher nos efforts. Parfois, les conférences internationales ont du bon. En France, le lancement d'une campagne de communication pour promouvoir la contraception. Vous la verrez à la télévision, c'est la 3e en 7 ans. Le gouvernement ne fait pas mystère de son objectif, réduire le nombre d'avortements qui reste stable depuis des années en France. Laetitia Legendre, Chloé Cormery. Elle s'impose souvent comme une évidence. Et pourtant, elle reste mal connue du grand public. La contraception, un sujet qui ne semble plus tabou et qui ne s'adresse pas qu'aux femmes. Il y a aussi différents moyens de contraception. En tout cas, une chose est sûre, la meilleure contraception, c'est celle que l'on choisit. C'est des messages qui ne sont pas sexués, qui ne disent pas que choisir une bonne contraception, ça s'adresse qu'à la femme. Dans un couple, eh bien, finalement, ça va déclencher des discussions filles-garçons, hommes-femmes qui vont être intéressantes. Et souvent, de la contraception, les jeunes ne connaissent que la pilule. C'est le cas de cette jeune fille qui la tolère mal. Difficile pour elle d'en parler avec sa famille, c'est en cachette aux conseillères du planning familial qu'elle s'adresse pour s'informer. Il y a un moyen qui vous tente plus qu'un autre, le préservatif. Oui. C'est ce qui vous paraît le plus facile. Oui, le plus facile. Je ne savais pas tout quand même. Hein. Le stérilet, les préservatifs pour femmes. En France, beaucoup de Français utilisent des méthodes contraceptives sans parvenir à faire baisser le nombre d'avortements, 200 000 chaque année. Une grande part des IVG est liée à une inadaptation entre la méthode contraceptive et le besoin réel de la femme. Donc c'est sûr que si on peut jouer là-dessus et que les femmes puissent savoir mieux ce qui leur convient, eh bien c'est sûr qu'elles feront moins souvent des avortements parce qu'elles seront plus satisfaites de leur contraception. Nous, on va peut-être se marier, mais on veut d'abord vivre à deux. Choisir sa contraception, le message n'est pas nouveau. Dans les années 80, des campagnes sensibilisaient déjà les Français. Il faudrait, selon les associations, les renouveler chaque année pour une meilleure efficacité. 235, 236. On reste dans le domaine de la santé avec les entretiens de Bichat. Les médecins se penchent cette année, entre autres, sur les traitements pour la croissance des enfants ou des adolescents, hormones ou opérations. Longtemps négligés, les problèmes de petite taille ou de très petite taille ne sont plus considérés comme une fatalité. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Nathalie Sapena, Claire-Marie Denis. Tous les soirs, depuis 4 ans, Tatiana se fait une piqûre d'hormones de croissance. Un traitement pour l'aider à grandir. J'en ai marre d'être trop petite par rapport aux autres. Parce que on se moquait de toi ou... Enfin, par exemple, on me disait toujours tiens, voilà la naine et tout ça. Ces sarcasmes, elle les a endurés toute sa scolarité. Car Tatiana a toujours été petite, trop petite. 15 cm de moins que les enfants de son âge, à cause d'une maladie de sa mère pendant sa grossesse. Les médecins lui prédisaient une taille d'1,42 m à l'âge adulte. Grâce à l'hormone de croissance, sa courbe s'est redressée. Tous les efforts consentis, une piqûre tous les jours, ont donné des résultats. En effet, aujourd'hui, à 13 ans et demi, Tatiana mesure 1,52 m.
Elle poursuit ses piqûres dans l'espoir de prendre encore 5 ou 6 cm. Elle ne va pas être une géante non plus, hein. Elle va avoir 1,57 m environ, mais elle sera dans la norme. Une norme qui s'est stabilisée depuis une dizaine d'années. 1,63 m pour les femmes, 1,75 m pour les hommes. Mais ce n'est pas cette moyenne que visent les médecins spécialisés. L'hormone de croissance, traitement onéreux, 15 000 € par an entièrement pris en charge, est réservé à des enfants malades dont la taille adulte ne dépassera pas 1,63 m pour les hommes et 1,52 m pour les femmes, ce qui était le cas de Tatiana. On ne soigne pas de manière cosmétique, on va dire, la taille. On la soigne parce que c'est un vrai handicap, parce que c'est une vraie maladie, parce que la maladie qu'a l'enfant entraîne un vrai retard de croissance que va pouvoir juger le spécialiste de la croissance. Pour Adrien, l'hormone de croissance n'a eu que des effets limités. Sa taille s'est bloquée à 1,55 m, très nettement en dessous des adolescents de son âge. Il a 18 ans, il s'habille en 14 ans et le supporte très mal. Des filles qui m'ont dit ouais, je sortirais bien avec toi mais t'es trop petit, des trucs comme ça. On se sent pas un homme quoi. La seule solution qui reste à Adrien, c'est l'allongement des os. Une opération spectaculaire qui consiste à briser les os et à implanter un fixateur externe. Chaque jour, la fracture est agrandie de 3 ou 4 mm. L'os se reconstitue et au bout de 8 mois, il a gagné 6 à 10 cm. Une technique qui n'est pas sans danger. Les risques, c'est principalement avec les fixateurs externes, les infections osseuses, mais aussi le risque articulaire, parce que évidemment, le fait d'allonger fait qu'on sollicite beaucoup les articulations. Voilà ce qui attend Adrien, dont l'opération est programmée fin septembre. 8 mois avec des fixateurs, dans un centre de rééducation, un sacrifice d'une année scolaire pour atteindre 1,63 m si tout va bien. Je me dis que si je le fais pas, je regretterai après, vu que je sais qu'il y a un moyen qui existe pour grandir. Voilà, j'y penserai tout le temps en fait, je me dirais pourquoi je l'ai pas fait. Donc pour moi, je suis obligé en fait de le faire. Tatiana et Adrien le savent bien, la petite taille est une souffrance qui ne doit pas être négligée et un motif de consultation chez un médecin spécialisé. L'éducation, une manifestation à Lille, près de 200 personnes, personnel, enseignants et administratifs ont défilé contre les suppressions de postes dans la région, un peu plus de 1100 suppressions au total. Et à propos d'éducation, on estime à 30 à 40 000 le nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école. L'instruction leur est donnée à la maison par un précepteur comme autrefois ou par leurs propres parents. La loi l'autorise, l'État procède même à des contrôles réguliers. Reportage François-Julien Piednoir, Mathias Second. Attention, l'école commence dans 5 minutes pour les 6 enfants de la famille Vincent. De 3 à 17 ans, chacun s'adonne à ses occupations jusqu'à 9 h. Pas de sonnerie ni de cloche dans la maison, mais changement de pièce, l'instruction en famille commence. Aujourd'hui, géographie des pays nordiques qu'ils viennent juste de visiter en famille. Donc tu vois Emma, donc déjà toi tu peux peut-être commencer par leur mode de vie. Ça fait 6 ans qu'ils sont sur les bancs de la maison et oui, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui doit être assurée. Pour eux, c'est un choix de vie. C'est pas le programme de l'éducation nationale, sinon je les mettrai à l'école ou je prendrai un cours par correspondance. Donc ça c'est vraiment un choix pédagogique. Soit c'est en fonction de nos voyages, soit c'est en fonction de ce qu'on fait à la maison. Un enseignement très pragmatique, contrôlé chaque année par un inspecteur académique. Ici, pas de bons points ni de copies à rendre. On s'en fiche des notes, nous, mais on préfère travailler avec notre mère. Il n'y a pas de notes avec maman? Non, il n'y a pas ça te plaît? Oui. Et les enfants prennent même de l'avance. À 14 ans seulement, Océane prépare le bac. On apprend ensemble en fait. Donc il n'y a pas du tout la même relation entre prof et élève ici. Maman elle est avec nous, elle nous accompagne plus qu'en fait elle nous dirige en fait, c'est pas la même chose. Et quand maman cale en chimie ou en physique, il y a de quoi, on fait appel à un cours par correspondance. Il est 12 h, c'est l'heure de la cantine familiale. Même papa rentre du travail pour déjeuner avec les enfants. Un mode de vie pratiqué par 1500 familles en France. Le but c'est pas de les couper du monde, hein. L'instruction en famille ça veut pas dire on prend nos enfants, on les met dans la maison et on ferme la porte à clé, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Pour cela, chaque après-midi, ils retrouvent des copains, des copines, souvent scolarisés pour diverses activités. Là commence une autre instruction, celle de la vie.
Et pour ceux qui n'ont aucune formation, aucun diplôme, eh bien, sachez que contrairement à une idée reçue, les espoirs sont permis. Trouver un emploi stable et correctement rémunéré, c'est possible. Témoin le Forum de l'emploi à Paris. Un énorme succès cette année encore avec Face à Face, des milliers de jeunes et une trentaine de recruteurs. Romain Messi, Madi Diawara. On propose directement le CDI tout de suite, c'est pour ça. Un CDI, un CDD ou des formations en alternance pour des jeunes sans diplôme. Les chroniques, pour nous, c'est quelque chose qui peut vous intéresser puisque vous avez ce diplôme-là. Entretien d'embauche express, 10 minutes chrono, un CV déposé. La formule plaît à ces candidats à l'emploi, tous gonflés à bloc. J'ai trouvé, il y a des entreprises qui cherchent des débutants. Ensuite, on évolue en apprenant. Il n'y a pas forcément besoin de diplôme. C'est comme au marché ici en fait. C'est vous et votre chance. Ça correspond à mon emploi du temps et que j'ai un chèque à la fin du mois, tant mieux. Principalement pour ces jeunes peu qualifiés, des offres d'emploi d'aide à la personne, de facteurs, de conducteurs de bus ou un engagement dans l'armée de terre. On fait passer un contrôle de connaissances. Au total, une trentaine d'entreprises publiques ou privées ont du travail à leur offrir. Sur ce forum, on propose à peu près 150 postes qui correspondent à 2 métiers, agent de production et facteur, sur l'Île-de-France et sur Paris. Mais entre les files d'attente, les réponses négatives et le manque de compétences, la déception grandit. Pour certains, les critères de sélection restent beaucoup trop sévères. CAP, au moins, au minimum, ou une expérience, ou une qualification. Alors, le jeune sans qualification, qui est-ce? Pour les jeunes sans diplôme, il n'y a rien? Il n'y a rien. J'aurai 29 ans à la fin de l'année, en décembre. Donc il y a plein de choses auxquelles je ne corresponds pas. C'est trop vieux? Trop vieux. L'espoir reste de mise. L'an passé, la moitié des 5000 jeunes présents sur le forum avaient décroché un emploi. Économie encore et en bref, l'euro crève les plafonds. La monnaie européenne a atteint le seuil record d'1,39 $ aujourd'hui, du jamais vu depuis sa création en 99 et d'après les économistes, un handicap supplémentaire pour la croissance française. Le salon automobile de Francfort, c'est un thermomètre économique du secteur, c'est aussi pour les amateurs l'occasion d'apercevoir des prototypes souvent extravagants et généralement luxueux. On y découvre cette année par exemple une Mercedes d'une valeur de 500 000 €, soit l'équivalent de 50 Logan. Luc Bazizin, Philippe Jasselin sur place. Une voiture de rêve peut aussi être modeste. Voici un prototype nommé Cactus, tout simplement parce qu'il se nourrit de très peu de carburant, 2,9 litres au 100 km. Il s'agit d'un diesel hybride. Le côté piquant se trouve à l'intérieur où seul le strict nécessaire a été conservé. À peine plus de 200 pièces composent l'habitacle, soit près de 2 fois moins que pour une berline traditionnelle. Ce qu'on a voulu, c'est ne pas la dépouiller, mais de la faire essentielle, d'enlever tout ce qui n'était pas essentiel au bien-être, à la sécurité des occupants. Et pour tenter d'éblouir toujours plus la clientèle, les constructeurs jouent avec les formes et multiplient les versions. Ici, la Peugeot 308 RCZ, un coupé sportif. Mais le mythe automobile, le voici. Cette nouvelle Ferrari 430 Scuderia affiche le meilleur rapport poids-puissance. Le savoir-faire de la marque en Formule 1 est passé par là. Ce bolide de 510 chevaux a été allégé d'une centaine de kilos, prix annoncé plus de 200 000 €. Vous savez, on va toujours trouver une partie de la clientèle automobile avec des demandes vraiment exotiques. Encore moins raisonnable et plus de 2 fois plus cher que la Ferrari, 500 000 € pour cette Mercedes SLR McLaren, soit l'équivalent d'une cinquantaine de Twingo. Le rugby, c'est une équipe de France complètement chamboulée qui sera opposée à la Namibie mercredi avec pas moins de 12 changements au total sur 15 joueurs. Vous la découvrez cette équipe. Ibanez, Pelouse et Betsen resteront au vestiaire. Poitrenaud est titularisé à l'arrière. Elissalde sera capitaine. On écoute le sélectionneur Bernard Laporte. Dans notre tête, on est 30, il faut continuer à 30 et qu'on ne pouvait pas dire oui, on a un groupe de 30 performants et au premier échec, se rappuyer sur ceux qui ont perdu. Et les autres joueurs auraient dit, mais attendez, vous nous avez dit qu'on était du même niveau, il y a une équipe qui n'a pas été bonne et nous on n'est pas intégrés, donc c'était pas vrai, quoi. Donc voilà, on a fait preuve de logique et parce qu'on le pense, tout simplement, sans quoi on l'aurait pas fait. Voilà, France-Namibie, ce sera dimanche. Hier soir, les Argentins, vainqueurs des Français, ont eu toutes les peines du monde à battre la Géorgie. La victoire ne s'est dessinée qu'en deuxième mi-temps, mais ils encaissent le point du bonus. Par ailleurs, cet après-midi, les Tonga l'ont emporté face aux États-Unis et les Fidji arrachent la victoire face au Japon. Christophe Duchiron. Hier, pour avoir joué comme des guignols ou presque pendant une mi-temps, les Argentins ont failli se faire tirer les oreilles par une équipe au poil. Surprenant géorgien qui était mené seulement 6-3 au repos.
Seulement deuxième période, en mettant de la vitesse dans son jeu, l'Argentine va mettre son adversaire au pas. Un premier essai pour l'ailier Borges. 10 minutes plus tard, un deuxième essai pour Borges et les ciels et blancs au score prennent leur envol 21-3. À 8 minutes de la fin, le deuxième ligne Albacete, casqué comme un chevalier de la table ovale, s'en va marquer en terre géorgienne 28-3. L'enjeu pour les Argentins, c'est de marquer un quatrième essai qui donne droit au final à un point de bonus en plus des 4 points de la victoire. En l'occurrence, il était -1, puisqu'il marque à 1 minute de la fin, victoire 33-3. 5 jours seulement après avoir battu la France, les Argentins font toujours carton plein. Cet après-midi, entre les îles Tonga et les États-Unis, un grand moment d'émotion capillaire. Ou quand la Coupe du Monde de rugby, grâce au spectaculaire de la coupe de cheveux, se transforme en Coupe du Monde des coiffures. À peine le temps de poser les ciseaux, 1 minute de jeu, le Tongien Maka ouvre le score, fort d'un impeccable brushing. Deuxième essai en deuxième période, pour le 3/4 Vaca, 2 petites couettes sur la tête. 2 essais américains n'y changeront rien, les Tongiens ont toujours mené au score et marquent une fois encore de belle manière grâce à Vaki. Score final 25-15, somme toute, une victoire tirée par les cheveux. Voilà, les couettes c'est à la mode, on va bientôt essayer au journal. Musique, Manu Chao sort son 3e album solo, la Radiolina, c'est-à-dire la petite radio. Et pour l'occasion, le chanteur a rebranché les guitares et revient à un style plus rock. Il s'exprime rarement. Abdel Mostefa et Chloé Cormery l'ont rencontré pour une interview exclusive à Barcelone. À Barcelone, et ça ce n'est pas écrit dans les guides, on peut tomber sur Manu Chao, pas en artiste maudit, pas dans les rues les plus touristiques, mais plus sûrement sur un simple vélo, dans un quartier qui ne paie pas de mine, comme si ses 2 premiers albums solo ne s'étaient pas vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Moi j'habite dans la rue, j'aime être dans la rue, évidemment j'ai une maison, mais j'y vais pour dormir. C'est-à-dire que je mange dans la rue, je lis mon journal dans la rue, je bois mon café dans la rue, je regarde les matchs de foot dans la rue et j'aime ça et j'ai besoin de ça. Besoin de ça pour pouvoir écrire une chanson comme celle-ci, sur ces femmes qui arpentent justement la rue. Même si ces derniers mois, Manu Chao a été plus souvent sur les routes, en tournée, avec les musiciens du groupe Radio Bemba. C'est mes voisins de chambre, c'est mes voisins de bus, c'est mes voisins ici à Barcelone aussi, donc c'est naturellement que les gens de Radio Bemba ont beaucoup plus participé à ce disque. Et donc on retrouve ce son un peu plus dur qui est un peu notre carte de visite sur scène. Plus de rock et aussi parfois des sons ou des mélodies déjà entendues, du neuf avec du vieux, complètement revendiqué. Il y a des gens qui me le reprochent, mais j'adore recycler, je trouve ça même important, même philosophiquement parlant. Et ma musique, je la recycle. Un grand art du recyclage. Ce premier single offert gratuitement aux internautes en primeur. Des chansons efficaces et voici Radiolina, numéro 1 des ventes d'albums en Europe, 10 jours seulement après sa sortie. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle le principal titre. Le principal auteur de la profanation du cimetière juif d'Herlisheim, Emmanuel Rist, a été condamné à 2 ans et demi de prison ferme en fin d'après-midi. Ses 2 complices ont également été condamnés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko, 20h50 une rediffusion, Colette, une femme libre, pour revoir Marie Trintignant. À demain.